Le 7e cercle, épisode 2. Aujourd'hui, nous parlons cinéma et jeux vidéo. Bonjour messieurs, bonjour Mika, bonjour Quentin, comment allez-vous? Bonjour John. Salut. Eh bien, ça va très bien. Un peu malade. Ça va mais très bien, bah écoute, un peu malade. Bon, bah écoute, ça c'est normal, c'est l'hiver, tout le monde est un petit peu pris. Eh oui. Mais nous arrivons avec nos recommandations du mois d'octobre-novembre. Et on va commencer très très rapidement avec Michael. It's Halloween. You know what that means. Old Sawtooth Jack is gonna rise from the cornfields. It's gotta be stopped. Kill or be killed. You've all heard the stories. We failed at our duties, and that black dust destroyed our crops, our lives. It must die, so we can live. Alors, ce mois-ci, étant donné qu'on était en pleine période halloweenesque, j'ai décidé de sélectionner un film qui s'appelle Dark Harvest et qui, de mon point de vue, rend très bien dans l'ambiance d'Halloween. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc, qu'est-ce que Dark Harvest ou Sombre Récolte en français? C'est un film d'horreur qui est sorti tout récemment sur la plateforme Amazon. Donc, c'est un film américain qui a été réalisé par David Slade, qui lui-même n'est pas américain, c'est un réalisateur britannique. Il a notamment réalisé 30 jours de nuit que je pense ou j'espère vous avez vu. Et qui est donc un film tiré d'une bande dessinée pour le coup, ou d'un roman graphique. Et il a réalisé aussi Hard Candy. Je sais pas si vous avez vu ce film. Non, moi ça me dit rien du tout, Hard Candy. Par contre, 30 jours de nuit, c'est un de mes films cultes. J'adore la BD également, elle est géniale. Hein, ouais. Ah bah super. Donc voilà, c'est le même réalisateur et donc je disais Hard Candy aussi, qui est un film peut-être moins connu, mais que je vous recommande aussi et que j'avais pas mal apprécié. Voilà un petit peu. Au sujet du réalisateur, alors il a réalisé un autre film que malheureusement je n'ai pas vu, c'est Twilight chapitre 3, Hésitation, dont j'ai esquivé le visionnage. Donc, Tu n'as pas vu tous les Twilight? Non. Comment ça se fait? Tu n'es pas ultra fan? J'en ai vu un seul. J'ai vu le premier, je crois, c'est tout. Voilà. Ah ouais, moi j'ai même pas vu le premier en fait. Donc, Ah bon, bah voilà. Donc je sais pas, peut-être que le 3 vaut le coup pour... peut-être. Ou peut-être pas, ouais. Sait-on jamais. En tout cas, il a commis aussi ce film. En tout cas, si tu veux te faire vraiment peur, mate-toi les 3 Twilight, ça te fera très très peur. Écoute, je me les garde sous le coude. Voilà, et au niveau série aussi, il s'est illustré aussi dans plusieurs séries où il a réalisé quelques épisodes de American Gods, de Hannibal et Black Mirror aussi notamment. Donc voilà, il a un petit peu touché à la réalisation d'épisodes de séries. Ensuite, Dark Harvest. Alors donc Dark Harvest, c'est quoi? En fait, c'est une adaptation d'un roman d'horreur qui est sorti dans les années 2000, en 2006, si mes notes sont exactes. Voilà. Donc voilà, c'est tiré d'un bouquin. Une petite anecdote, je sais que vous êtes friands des anecdotes. Je vais faire un petit pont avec le film du mois dernier, parce qu'on retrouve en fait un acteur qui a joué dans Vorace, donc Jeremy Davis en l'occurrence, voilà, qu'on retrouve
dans Dark Harvest. Donc c'est le petit clin d'œil entre les deux films. Donc tu vas nous parler de Vorace à chaque podcast, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Bref, fil rouge. Ce sera un rituel. Je parlerai de ce film à chaque podcast. Alors, le résumé de Dark Harvest. Alors, en fait, nous sommes la nuit d'Halloween 1963 dans une petite ville rurale américaine. Et comme chaque année, à la même période, Jacques Dandessy, j'ai traduit en français, Jacques Dandessy quitte son champ de maïs, un couteau de boucher à la main, et se dirige vers la ville pour semer la terreur. Face à lui, des groupes d'adolescents qui vont l'affronter pour obtenir notamment une incroyable récompense, avec parmi eux l'intrépide Pete McCormick, qui est un petit peu le héros qu'on va suivre. Voilà un petit peu pour le résumé du film qui est assez c'est assez succinct parce que je veux pas trop trop spoiler. Donc ouais, comme je disais, c'est un film que je voulais aborder parce qu'il colle parfaitement, je trouve, à l'ambiance de la période de Halloween, et que derrière un pitch qui pourrait annoncer un film d'horreur peut-être un peu basique, en fait, voilà, c'est un film qui aborde des thématiques, je trouve assez intéressantes, et que sur la forme aussi, notamment, je trouve le film m'a beaucoup emballé. Je trouvais que c'était très très bien réalisé. Il y a des plans que je trouve vraiment magnifiques, hein. Ça pourrait être des fonds d'écran, en fait, hein. C'est vraiment il y a des très très beaux plans. J'ai aussi beaucoup apprécié le casting, notamment le couple un petit peu de héros du film, d'amoureux entre guillemets. Je trouvais le casting assez bon là-dessus, ça fonctionnait vraiment bien. Au niveau du gore, je trouve que le film aussi se lâche pas mal par moments, donc on s'éloigne un petit peu. On en parlait le mois dernier justement des comédies un peu teenager, un peu adolescentes, où voilà, des fois on met un peu les freins sur tout ce qui est un peu sanglant, sur le gore. Là, il y a des scènes qui sont quand même assez violentes, hein, on y va gaiement. Voilà, j'ai beaucoup aussi aimé la reconstitution un petit peu des années 60. Je trouvais que c'était assez bien fait. Ça participe vraiment à l'ambiance générale du film. D'ailleurs, on retrouve voilà, pas mal d'influences, je trouve, qui ont été bien digérées pour le coup. Évidemment, on pense à Stephen King, voilà, avec un peu ces adolescents qui sont un peu plongés dans les années 60, confrontés un petit peu au fantastique. Voilà, j'ai pensé un petit peu à Hunger Games, voilà, par certains côtés. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, il y a un petit peu de ça aussi, en fait. Voilà, donc ouais, un film que j'ai beaucoup aimé, notamment le début du film. Donc là, je vais pas spoiler, hein. Voilà, le début du film est assez intéressant. C'est une espèce de flashback entre guillemets qui introduit un petit peu tous les enjeux, avec notamment les thèmes un peu principaux du film. Voilà, notamment la pression qui est exercée sur les jeunes hommes dans une société, enfin dans un monde un peu conservateur, voilà, pour qu'ils deviennent vraiment des vrais hommes. Donc il y a un côté un petit peu survival entre guillemets aussi. Enfin voilà, pas mal de choses intéressantes. Voilà, je vais pas en dire trop sur le film. Une dernière petite chose, regardez surtout la scène post-générique, voilà, parce qu'il y en a une, et elle est très importante pour le coup. Pas comme dans certains Marvel ou autres. Voilà, là, c'est vraiment important de la voir. Ça fait vraiment complètement partie du film. Donc voilà, après le générique, ne coupez pas le lecteur. Laissez, attendez quand même de voir cette scène post-générique. Voilà. Donc voilà un petit peu la présentation. Je vais m'arrêter là parce que voilà, je vais pas en dire trop. J'attends surtout d'avoir vos avis et vos retours, car voilà, j'attends surtout votre retour sur le film. Je vous écoute. Ouais, c'est un film assez sympathique. En fait, pour moi, donc Dark Harvest, c'est un peu The Purge à Halloween, quoi. C'est-à-dire que vous connaissez tous, voilà, American Nightmare en Bien sûr, français, hein, bien sûr. cette saga de films, Ouais. The Purge. Bah, c'est le même principe, quasiment, hein, quasiment le même principe, mais à Halloween, et un peu dans les années 50, si on veut. C'est pas très clair en fait
moment de l'histoire ça se passe, mais bon, à peu près. Alors oui, effectivement, tu parlais de Stephen King comme influence. La grosse influence, c'est quand même la loterie de Shirley Jackson, qui est une nouvelle qui est extrêmement connue, notamment aux États-Unis, parce qu'elle est étudiée dans les lycées américains. C'est cette fameuse histoire où ça se passe dans un village américain classique, tout va bien, mais chaque année, il y a une loterie qui se passe, et voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette loterie, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on ne gagne pas. Enfin voilà, il faut lire cette nouvelle si Ah, vous ne la c'est connaissez pas. intéressant, parce que je connaissais pas du tout cette nouvelle. C'est vraiment D'accord. très très grosse référence. Enfin voilà. Et justement, c'est peut-être un peu ça enfin, le film, voilà, il est sympathique, mais il n'est pas très original, quoi. C'est-à-dire que à un moment, il y a quand même une sorte de révélation. On va pas dire ce qu'il y a comme révélation dans le film, bien sûr, mais il y a une révélation qu'on voit arriver dès le début du film, quoi. Ouais. C'est voilà, pas fou. l'intrigue, elle est pas folle, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a il y a certaines images qui sont assez marquantes. La cinématographie est très bonne, quoi. Voilà, il y a le design de la créature est plutôt sympa aussi, mais c'est pas non plus le film le plus original de l'année, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que, enfin, The Purge, effectivement, c'est une influence que j'avais pas vue, mais c'est tout à fait, c'est tout à fait cohérent aussi. Enfin, c'est vrai que, ouais, il y a pas mal de choses qui sont, enfin, il y a rien de complètement original, mais je trouve que tout est bien fait et tout est bien digéré, entre guillemets. Et c'est vrai que je trouve que le film est bien réussi de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus original de l'année, et ça, on est assez d'accord. Alors Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour mon premier visionnage du film, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Après, c'est vrai que ça révolutionne pas vraiment le genre. On sent vraiment l'influence de Stephen King. Donc, moi, ça m'a fait penser à Children of the Corn. Et en fait, le film, enfin, en fait, il est matable, mais en vrai, après, il est oublié et oubliable. Pour moi, il y a énormément de Ouais. références à King. Il y a plein de films comme The Purge ou un peu à la Battle Royale. Cependant, je trouve pas l'esthétique forcément bien léchée, sachant que comme tu disais, Mika, la première scène, elle est quand même vachement intéressante et ça te met directement dans le truc. Cependant, toutes les ficelles, elles sont assez grosses et en fait, on voit le film limite se dérouler au bout de 10 minutes. On sait déjà qui va faire quoi, Ouais. qui Et va oui. faire machin, et ce qui va se passer. Et malgré toutes les petites subtilités que le film peut apporter, en gros, je me suis jamais senti assez surpris par le film. Il n'y a pas d'énormes révélations, même s'il y a des trucs par rapport, bon, voilà, sans divulgacher, mais par rapport à certains personnages du film avec lesquels le héros est en relation. Oui, mais bon, en fait, c'est convenu, tout simplement. Et Ouais. même l'aspect esthétique, la photographie, pour moi, c'est très, en fait, c'est très Stephen King, limite régurgité, en gros. Sur la photographie, ouais, je suis pas totalement d'accord, parce que je trouve que là, pour le coup, j'ai pas regardé quel était le budget du film, mais je trouve que globalement, le film est quand même assez beau, quoi. Enfin, il y a des plans, je trouve, qui sont assez marquants. Ah, bien Voilà, sûr, je bien pense sûr. notamment à un plan, sans spoiler, mais voilà, Dans une un cave. plan où il y a... Voilà, exactement. Je pense que c'est le plan le Tu as... plus iconique. Voilà, notamment. Enfin, voilà, il y a quand même des idées au-delà de la photo, il y a des idées de réalisation aussi. Voilà, c'est pas non plus passe-partout. Enfin, voilà, par rapport à beaucoup de films d'horreur que j'ai pu voir ces dernières années, je trouve que ouais, la photo est quand même particulièrement jolie quand même. Je trouve que c'est un beau film en fait, quoi. Ouais, mais tu vois, tu me surprends, j'avais pas du tout grillé que c'était le même réalisateur que 30 jours de nuit, où là, vraiment, 30 jours de nuit, il y a vraiment rien acheté au niveau de la mise en scène, au niveau de la photographie, des personnages, des acteurs. Enfin, pour moi, c'est, comme disait John, c'est une masterclass, ce film. Et C'est le même réalisateur que l'épisode Bandersnatch pour Netflix de Black Mirror.
Tout à fait, Bandersnatch, tout à fait. c'est c'est pas C'est le... l'épisode interactif. Ah, d'accord. Bon, Comme quoi, ok. il fait des choses très très différentes, hein, ce réalisateur. Il Exactement, fait... oui, tout à fait, ouais, c'est Eh assez ben, tu vois, différent, ouais. je suis quand même un peu déçu parce que, pour vraiment, j'ai été bloqué sur 30 jours de nuit. Il y a vraiment tout dans ce film et en fait, je ressens pas, c'est très lisse, en fait. Heu, Dark Harvest. Pour moi, j'ai trouvé très, très lisse. Il y a pas de prise de risque. Il y a pas de, il y a pas de suspense. Il y a pas, ce petit côté, Stephen King, justement, où justement ce film se met à jouer dans ce genre hem, de style, et là, je ne retrouve pas de surprise ou de surnaturel qui viendrait te prendre à la gorge et heu et te coller au mur en disant genre: «Ah, regarde ce qui se passe!» Je le trouve très convenu. Ouais, ouais, non, mais j'entends bien. Après, après moi, c'est les thématiques aussi qui m'ont intéressé dans le film. Effectivement, c'est pas un film qui fait vraiment très peur entre guillemets, hein. Moi, j'ai pas eu vraiment peur en fait. Je pense pas que ça soit vraiment le but du film de absolument te terrifier. Mais j'ai trouvé, enfin, je sais pas ce que vous en pensez sur le fond, mais je trouvais que c'était quand même intéressant avec ces, une fois de plus, je vais pas spoiler, mais voilà, on apprend assez vite au début du film. Ces jeunes hommes entre guillemets qu'on affame un petit peu voilà, pour leur donner envie voilà, de gagner le prix et de se battre, etc. entre guillemets. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé ce propos-là où effectivement on essaye de montrer un petit peu cette société un peu conservatrice qui veut absolument que voilà, que ces jeunes adolescents deviennent des hommes à tout prix. Il y a aussi le sujet du racisme qui est un petit peu abordé, pas de manière, c'est pas très 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 présent, mais c'est un petit peu quand même abordé par le biais de l'héroïne entre guillemets. Voilà Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petits trucs à retenir qui étaient plutôt sympas, même sur le fond en fait, quoi. Mais oui, c'est pas révolutionnaire, on est d'accord là-dessus. Ouais. C'est un Mmh. petit film sympa à regarder pour Halloween peut-être, mais peut-être pas plus, quoi. Effectivement, rien d'extraordinaire, rien d'original, rien de révolutionnaire, mais ça se mate, quoi. Ça se mate et c'est un peu oubliable, comme tu l'as dit, Quentin, mais ça se mate quand même. Donc voilà, c'est pas... Bon, du coup, c'est quand même une recommandation de la part de tout le monde. Oui, 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 ça se mate bien pour Halloween avec des pop-corn, des pizzas, des bières et plein d'amis. Voilà. Bon, bah, très bien, très bien. On va continuer le podcast avec le deuxième film. Quentin, tu nous présentes le film que tu as choisi? Et oui, les amis, un inspecteur du paranormal, des émissions de télé un peu cheloues, des pigeons suicidaires et des petits chiens beaucoup trop mignons. Ce soir, on s'occupe de Noroi. その気持ち悪い声っていうのは私は赤ちゃんの赤ちゃんのみんなにはね投資をやってもらいます気がついたらその模様を描いちゃってるんですよ東京都練馬区にある広沼公自園で殺しましたかぐたばの呪いかぐたばことかぐたばと Noroi est un film japonais sorti en 2005 dans le genre du found footage, faux documentaire. Il est écrit et réalisé par Koji Shiraishi, un réalisateur japonais très prolifique qui fera d'autres films d'horreur, notamment un métrage de The Grudge versus The Ring. Je vous mens pas, c'est son film le plus célèbre. Mais il est quand même très fun et je vous invite quand même à jeter un œil sur sa filmo qui est très 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 complète. Malheureusement, j'ai pas trouvé masse d'informations sur le film, mis à part son budget de 2 millions de dollars, qui est plutôt confortable. Si on le compare par exemple à Blair Witch, qui était entre 200 000 et 750 000 dollars, donc c'est plutôt pas mal. Pour vous remettre dans le contexte, on est 6 ans après Blair Witch et on est 2 ans avant REC et Paranormal Activity. Et d'ailleurs, en parlant de The Grudge, le producteur de ce film, c'est le producteur de The Grudge. Alors, malheureusement, au Japon et un peu dans le monde, le film a subi
quelques difficultés à sa sortie parce que la boîte de production du réalisateur de The Grudge a subi une faillite. Et donc, du coup, le film a eu a eu beaucoup de mal à s'exporter à l'étranger. Il a eu un regain de popularité vers les années 2020, mais grâce aux plateformes de streaming, notamment Shudder, qui a permis de ressortir ce film et de le re-exporter et lui apporter son petit grain qu'il a aujourd'hui. Alors, de quoi ça parle, Norui? On suit l'enquête de Masafumi Kobayashi, détective du paranormal, qui disparaît après l'incendie de sa maison. Sa femme est retrouvée morte calcinée dans les décombres. Il ne laisse rien derrière lui qu'un colis contenant une caméra munie d'une VHS. Les bandes révèlent les rushs d'une mystérieuse enquête sur plusieurs mois sur des phénomènes paranormaux. Alors les amis, je vais vous demander votre avis. Pour ma part, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il me fait beaucoup rire. La première partie est assez classique, on va pas se le mentir, c'est du basique de fan footage. Mais pour moi, après passer un certain palier du film, on rentre dans le cliché du fan footage et pour moi, c'est le moment où je me commence à rire. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre part? Alors, comment dire? Quentin, on va parler franchement, hein. Il faut qu'on parle On franchement. va se parler franchement. Je sais pas si un jour je vais pouvoir te pardonner de m'avoir fait mater ce film. Voilà. On en est à ce niveau-là. Parce que, honnêtement, je pense que c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Mais Mais de non. très très loin, quoi. C'est-à-dire que, si. J'ai dû m'y prendre au moins une dizaine de fois pour le voir. Finalement, je me suis dit, bon allez, je vais le regarder en vitesse 1.5 pour que ça aille plus vite. Parce que, franchement, mais c'était ignoble, quoi. C'est ignoble. Il ne se passe rien. Enfin, il se passe rien. Ouais, déjà, il se passe rien à la base. Déjà, il se passe rien. C'est honnêtement mal filmé. Déjà, le budget, je l'ai pas compris, là. Voilà. Les scènes se suivent sans s'enchaîner. À un moment, tu sais même plus de quoi il parle. Enfin, bon, bref, c'est mal foutu. Ça ne fait bien sûr pas peur. Ça fait plus rire qu'autre chose. Enfin, ah non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Enfin, vraiment, mais là, waouh. Michael? Bon, normalement, je suis censé être celui qui va un peu rattraper le truc. T'inquiète Et pas. en fait, non, je crois que c'est encore pire à mon niveau que. Je crois que c'est pire que John. Je vais être obligé de faire une confession. J'espère que ça n'arrivera plus dans ce podcast, mais moi, j'ai regardé les 20 premières minutes. Je me demandais ce que j'étais en train de regarder, mais je me suis accroché. Je me suis dit bon, allez, je vais continuer. Et j'ai tenu jusqu'à, je sais pas, 42 ou 44 minutes et non, moi j'ai arrêté, hein, j'en pouvais plus, hein, franchement, c'est oh, mon Dieu, mais l'horreur absolue, ouais. Moi, je crois que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie aussi, toujours tout de suite. confondu. Ouais. Et pourtant, je fais pas de mauvais esprit parce que sur le papier, j'étais plutôt hypé. Je me dis bon, de l'horreur à la japonaise, moi je suis plutôt client, voilà, j'aime bien ça. Le fun footage, c'est un genre que j'aime beaucoup en fait, hein. Il y a énormément même de tout petits films. C'est vrai que les fun footage, souvent des budgets un petit peu ridicules, mais je pourrais citer au moins 5 fun footage que je trouve hyper cool, hyper sympa à voir, etc. Donc moi je n'étais pas rebuté du tout par ta recommandation à la base. J'ai eu 20 les 20 premières minutes, c'était dur, mais j'étais intéressé. Je me dis bon, ça va aller quelque part, c'est intriguant, etc. Mais non, j'ai tenu 40-45 minutes et j'en pouvais plus, hein. Et là aujourd'hui, j'ai essayé de voir la suite. J'ai mis un peu en vitesse rapide, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passait. Mais non, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus, quoi. C'est enfin, comme disait John, j'ai l'impression qu'on attend qu'il se passe quelque chose pendant des minutes et des minutes et des minutes, et moi j'ai l'impression qu'il se passait rien. Et alors après, il y a peut-être un reproche que je vais me faire à moi-même, c'est que je sais pas, je suis pas rentré dedans, ou j'étais pas dans l'ambiance du film, parce que toi, Quentin, si tu l'as apprécié, c'est qu'il y a sûrement quand même peut-être des raisons, mais moi je suis pas du tout rentré dedans, et
Et en plus de m'ennuyer, je ne comprenais rien. Je n'ai rien compris. À un Ah non, moment, mais la narration part dans tous les sens, je quoi. n'ai rien compris. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as des scènes, ça se passe, c'est une émission avec des enfants. C'est Je ça. sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça vient foutre là. En fait, finalement, c'est un lien, mais il faut regarder quand même le film. Oh là là, attends, non mais ça n'a aucun sens ce film. C'est vraiment n'importe quoi. T'as un mec à un moment, il est fou, donc forcément, Il adore l'aluminium. il est voilà, il vit dans l'aluminium, il voit des vers spatiaux ou je sais pas quoi, des vers interdimensionnels. Ça n'a rien à voir avec le démon japonais. Enfin, écoute, non, Vous c'est êtes pas dur quand possible. même, vous êtes dur. Ah non, on est honnête, Franchement, non. on Franchement, est non. réaliste. Non. Qu'est-ce qui vous Franchement, a... faut que j'aille pas au bout du film, mais c'est rarissime que je regarde pas un film en entier. C'est rarissime, mais là, c'était au-dessus de Ouais, mes puis je suis d'accord avec toi, Michael. Sur le papier, moi, j'étais hypé, quoi, du found footage japonais, nickel, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce genre-là, un truc, voilà, une façon, enfin, voilà, un found footage japonais, ça pourrait être très intéressant, mais là, non, quoi. Ah non, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je suis vraiment preneur, Quentin, si tu peux nous dire ce que tu as aimé dans le film. Je pense que tu peux même un tout petit peu spoiler, peut-être, parce que comme ça, tu pourras me dire ce que ça Ouais, raconte. tu peux nous expliquer peut-être comme ça, parce que Moi, j'avais hâte qu'on enregistre pour que pour que tu m'expliques un petit peu de quoi parle ce film, quelle est l'histoire. Parce que là, non, j'ai pas. On va quand même pas spoiler le film non plus, hein. Non, non, mais juste un petit peu nous en dire plus sur l'histoire, parce que moi, j'ai absolument rien compris, hein, vraiment. Oh, je vous trouve dur quand même. En vrai, moi je trouve que c'est un film quand même assez rigolo. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment dérangé en fait dans ce film? Parce que pourtant, mais c'est un podcast d'horreur, Quentin, c'est pas un podcast de comédie, quoi. C'est pas... Tu t'es trompé de podcast, là, c'est... tu vas dire qu'il fait moins peur qu'un Paranormal Activity? Oh ah ben non, mais là, moi, Paranormal Activity, c'est pas possible, hein, je suis en stress. Enfin, moi, justement, pour le coup, là, ça me met en PLS direct, hein, Paranormal Activity. Ouais. Ah bon, Non, bah, Paranormal Activity, c'est ridicule, mais bon... Mais moi, ça me fait très peur. Mais là, ce film-là, c'est même pas qu'il m'a pas fait peur, c'est que j'ai rien compris. J'ai vaguement compris que c'était un espèce de journaliste qui enquêtait en fait sur voilà apparemment des phénomènes étranges, mais j'ai l'impression que pendant tout le film on voit ce mec aller taper à des portes en fait, quoi. C'est un peu le fil conducteur du film, si je peux dire. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. Il va taper à plein de portes et il y a plein de gens qui lui disent ouais, ma voisine murmure toute seule. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais aller voir la voisine. Et la voisine, c'est toujours la même. C'est toujours la même meuf. Toujours la même meuf qui arrive et qui l'insulte. Enfin, c'est débile. Enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Oh, je vous trouve un peu dur. Moi, personnellement, les 20 premières minutes du film, jusqu'à ce qu'ils aillent voir le médium qui fait son petit show dans son appart, moi, je suis plutôt dedans. Parce que pour moi, le film essaye de créer sa propre mythologie. Il y a vraiment comme vous disiez, genre des trucs de montage avec les émissions télé ou des experts. Moi, j'ai trouvé ça vachement cool. En tout cas, pour du fan footage de l'époque, je le rappelle. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, dès qu'ils ont vu le médium et qu'ils, du coup, ils partent à l'aventure, c'est vrai que ça part un peu en sucette. Mais en fait, ce film, il fait plus rire qu'autre chose. Mais je le trouve quand même assez... je sais pas, il y a un petit truc dedans. Je reviens le voir avec plaisir. Attends, mais Quentin, je veux savoir, est-ce que tu as revu le film là pour le podcast ou Ah, bien sûr, je l'ai revu, oui. Ah, tu l'as revu? Ah ouais. Ah non, mais bah bravo. Hein. Franchement. Ouais. Non, je vous trouve un ça peu doit dur. être un... Je vous trouve quand même un peu dur parce que quand même, au moins, au niveau du film, la réalisation se décarcasse pour vraiment créer un univers. Et il y a quand même pas mal de trucs qui se mettent autour. Attends, il se décarcasse pour créer un univers. T'es vraiment sûr de toi, là? Parce que moi, je trouve pas, hein, franchement... Comparé à certains fans de footage, moi, je trouve qu'il y a quand même de l'effort. Oh. Attends, mais tu compares à Blair Witch. Blair Witch fait tout ça beaucoup mieux avec 3 fois moins, quoi. Certes, mais après, c'est beaucoup moins ennuyeux, surtout, quoi. Comparé au maître étalon, c'est facile aussi de comparer n'importe quel fan de footage à Blair Witch. On peut
On peut comparer aussi Paranormal à Blair Witch si tu veux. Ben, oui, mais je trouve que Paranormal Activity s'en tire beaucoup mieux que ce film-là, quoi. Parce qu'au moins, il y a une histoire. Tu la suis, quoi. Là, Je sais pas, franchement, pour Et puis, suivre... et puis la durée, enfin, on n'en a pas parlé, mais Ah oui, c'est 2 heures, quoi. Ah voilà, moi c'est ça qui m'a fait abandonner, c'est qu'au départ, enfin au bout de 40 minutes, je me suis dit bon, je vais peut-être tenir si ça dure 1h20, 1h30, si la blague entre guillemets dure pas trop longtemps, je vais m'accrocher. Mais quand j'ai regardé et que j'ai vu que le film durait 1h55, je fais non, mais c'est pas possible en fait quoi. Moi, j'ai pas vu la durée comme comme un obstacle. Au contraire, moi, je le laisse bien regarder. En vrai. Ben, c'est fascinant. Bah Non, écoute, ouais, ça dépend des gens. Hein, Bah, je trouve que malgré les petites heures, comme vous dites, je sais pas, pour moi, il y a un petit charme, je sais pas, dans ce film. Avec, Après, il y a effectivement peut-être une... Moi, j'avoue qu'il y a certains plans, etc. C'est très japonais, donc voilà, il y a un côté un petit peu... c'est intriguant, je dirais pas qu'il y a pas... c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance, c'est assez étrange, entre guillemets. Ça désarçonne pas mal, et enfin ça, pour le coup, c'est plutôt un point positif, mais vraiment, enfin au-delà de ça, sinon c'est trop what the fuck quoi. Enfin c'est même limite incompréhensible. Enfin John en parlait tout à l'heure, mais je comprenais pas. Des fois je voyais il y a des scènes qui s'enchaînent qui n'ont aucun. Alors après j'ai pas vu le film en entier, donc peut-être que tout ça a une cohérence à la fin du film, mais ouais, t'as une cohérence à la fin, mais même là c'est un peu tiré par les cheveux quoi. Enfin. Ça reste, je sais pas, je pense qu'il a eu plein d'idées, il a voulu mettre plein de trucs dedans, et puis voilà, il a fait un film avec, quoi, mais c'est... Bah, au contraire, je trouve sais pas, que moi, j'ai pas du tout été gagné par le film, quoi, ça m'a pas vraiment intéressé, quoi. La ligne directrice est quand même assez claire, enfin, il se passe ça, parce que c'est un film de found footage, donc il y a forcément un démon ou quelque chose, et je trouve qu'il y rentre à fond dedans, et il suit son truc, et on voit les différentes péripéties que rencontrent les héros, en essayant de découvrir la vérité. Donc là-dessus, il suit plutôt la ligne directrice de n'importe quel found footage ou film de possession ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai trouvé plutôt raccro là-dessus, en vrai. Et quoi qu'on en dise, moi, je trouve que ça suit... Enfin, il crée son petit effet. Il y a un petit charme qui se dégage du truc. C'est plutôt cohérent, en vrai, pour moi. Enfin, bon, surtout si Mika, t'as pas vu la fin du film, donc... Mais je sais pas. Ah oui, non, mais tout à fait. Je fais amende honorable là-dessus, voilà. Mais vraiment, c'est pas. Enfin, c'est rarissime, mais là, je ne pouvais pas, quoi. Je m'ennuyais, je ne comprenais rien. Enfin, pour moi, 1h55 comme ça, c'était pas possible, quoi. Pour moi, on est limite dans un film. Je vais pas dire expérimental, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Enfin, non, vraiment, voilà. Mais après, c'est pas pour autant que je déconseille à nos auditeurs de le voir. Hein. Après, c'est une expérience qui peut-être pourrait plaire à certains, hein, pourquoi pas. Ouais, bien sûr, il y a des sadomasochistes partout. Hein, Après, c'est dur de parler du film sans divulgacher, mais je sais pas. Si pour vous aimez le found footage, si vous avez envie d'avoir une porte d'entrée assez facile vers le cinéma d'horreur japonais, je vous conseille ce film. Et après, si vous êtes curieux, simplement, mais moi, je sais pas, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais pour moi, il y a un petit truc qui se dégage ce film et je le regarde avec beaucoup de tendresse. Bah écoutez, on va rester là-dessus pour ce film, effectivement, tentez si vous voulez voilà, découvrir quelque chose de nouveau en tout cas. Et puis, vous nous direz dans les commentaires si vous avez vu le film et ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Quentin, pour cette recommandation qui, au moins, aura suscité le débat. Et nous allons aborder maintenant le 3e film de ce podcast. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno.
Cuando acecha la maldad est un film argentin réalisé par Demian Rugna et sorti en 2023. Il s'agit du 6e long métrage de ce réalisateur, connu notamment pour Aterrados ou en anglais Terrified. Le film a été traduit en français par Quand le mal se cache, ce qui est un contresens du titre original. Acechar signifiant pourchasser, traquer. Le thème du film est donc bien cette idée d'un mal qui rôde et qui pourchasse inlassablement les protagonistes. Dans la nuit de la campagne argentine, 2 frères, Pedro et Jimmy, entendent des coups de feu partir non loin de leur maison. Ils découvrent le cadavre d'un homme qui a été coupé en 2 et des indices les mènent jusqu'à la maison isolée d'une vieille femme qui vit avec ses 2 fils, dont l'un est alité et, selon les dires de sa propre mère, possédé par un démon. Les 2 frères, aidés par un propriétaire terrien voisin, décident de tuer le possédé avant qu'il n'accouche d'un démon, mais rien ne se passe comme prévu. Je m'arrêterai là pour le résumé de l'intrigue. Ce qui est intéressant dans ce film est qu'il me rappelle une discussion que j'ai eue avec Quentin il n'y a pas si longtemps à propos des films de possession, et nous nous demandions pourquoi ils étaient toujours similaires. En effet, une grande majorité des films de possession sont des plagiats, plus ou moins assumés, de l'Exorciste, avec grand renfort de symbolisme catholique ou chrétien de manière générale. Mais si le film de William Friedkin a su terroriser le public à son époque, aujourd'hui, il est difficile de rester sur ces mêmes dispositifs encore et encore. C'est en cela que Cuando acecha la maldad présente une proposition originale. C'est un film de possession qui nous donne à voir quelque chose de nouveau. Alors, pas quelque chose de totalement neuf, de jamais vu, mais suffisamment travaillé pour attirer l'attention du spectateur habitué à l'horreur. Que ce soit par ses choix scénaristiques ou de mise en scène, sa violence crue et soudaine, le film de Demian Rugna nous offre une plongée dans un monde que nous découvrons, par degrés, comme étant totalement différent du nôtre. Dans le monde du film, il s'est passé un événement, il y a quelques années, lors duquel des possédés sont apparus. Les églises sont toutes effondrées, mises à mal par l'arrivée et l'incarnation de choses qu'elles ne pouvaient combattre. Il ne reste à la population, si elle est par malheur confrontée à un possédé, de suivre des règles bien spécifiques qui sont au nombre de 7, et notamment, il est très important de savoir cela, de ne pas nommer les démons par leur vrai nom et de ne jamais tuer un possédé avec une arme à feu. Cuando acecha la maldad est en réalité un film post-apocalyptique, mais dans le sens théologique du terme. L'apocalypse, la fin du monde redoutée par les chrétiens, est arrivée. Les démons parcourent la terre et pourchassent tous ceux qui les appellent ou qui usent de violence. Les églises, c'est-à-dire les formes structurales de la foi, ne sont plus. Les hommes sont livrés à eux-mêmes, à leur passion, à leur propre destruction. C'est ainsi qu'il faut comprendre la trajectoire de ces 2 frères, Pedro et Jimmy, qui essaieront de fuir ce mal qui rôde et qui les pourchasse, et qui finit toujours par les rattraper et triompher. C'est un film original, violent, sans temps mort et sans espoir. Peut-être un reflet de nos sociétés actuelles. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah, il est ouf. Il est ouf. Il est vraiment génial. Ouais, je suis d'accord. Mika. Voilà. Non, mais j'allais te laisser développer, mais j'ai beaucoup aimé le film aussi. Hein. J'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant, quoi. Mais vas-y, Quentin, je te laisse développer. Pour moi, le film il était vraiment génial parce que, comme tu disais, déjà, comme tu disais sur notre. Déjà, tu as un très bel accent espagnol. Félicitations. Mais écoute, bien sûr. Seigneur. Seigneur. Pour moi, quand je l'ai maté, c'était vraiment dingue. Comme tu disais, on avait parlé des films de possession ou d'incursion démoniaque. Et c'est vrai que en regardant ce film, même si on a des références sur les possessions, quoi que ce soit, le film fait complètement perdre nos repères dès le début. On a des choses qui pourraient être des plus normales quand on regarde des films
des films de possession. Et là, en gros, tous nos repères sont complètement mis à bas. On a des repères, des, mince, des trucs littéralement à faire quand on a ce genre de choses. Enfin, c'était complètement ouf. Et la réaction des gens par rapport à ces possessions, c'était quand même ouf. Mais voilà, c'est comme tu disais, c'est pas ce n'est pas le fait de répéter la même histoire qui est dérangeant, c'est comment on la raconte. Et le réalisateur, en faisant ce film, a complètement rempli le cahier des charges pour moi. C'est une histoire de possession à sa sauce, et du début à la fin, en tant que spectateur, on est complètement perdu car on ne sait pas comment gérer ce genre de situation malgré notre bagage. Et pour moi, ce film, il m'a tenu scotché du début à la fin. Ouais, mais c'est vraiment intéressant dans ce film, et je le dis sans spoiler, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on regarde le film, c'est que par degrés, on se rend compte que, par des petits indices ici et là, que nous ne sommes pas dans notre monde à nous. En fait, c'est un monde qui est régi par d'autres lois, et il s'est passé des choses, comme j'ai dit dans le résumé, et c'est ça qui est très bien foutu, parce que c'est pas explicite. C'est pas un film qui commence par une voix off en nous disant voici ce qui s'est passé il y a quelques années. Non, pas du tout. Tout est expliqué via l'image et via les différents discours entre les personnages, via les différents échanges entre les personnages. Et c'est ça le cinéma, quoi. Et c'est surtout un réalisateur qui fait confiance à l'intelligence de ses spectateurs, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Voilà, il a pris un pari finalement qu'il a gagné. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans ce film-là. Et même pour rebondir au sujet des films de possession, enfin, pour moi, ça va. Pour moi, enfin, le film, enfin, c'est presque plus même un film de zombies entre guillemets. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il y a le côté possession, mais moi, par moment, j'avais presque l'impression plutôt de voir presque un film de zombies, mais voilà, sous un autre angle, avec remis un peu au goût du jour, avec une autre approche, mais il y a un petit peu de ça aussi. Hein. Dans le côté la traque, ça que tu veux dire? Oui, le fait que tu puisses te contaminer entre guillemets. La contagion. Voilà, il y a la contagion, ouais, bien sûr. Ouais. La contagion et effectivement, le côté un peu track, etc. Enfin, c'est non, il y avait un petit peu ce côté-là. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que même sur la forme, le film, il est très beau, quoi. Enfin, franchement, j'ai trouvé que la photo était c'est top, vrai, c'est vrai qu'aussi, voilà, c'est un film post-Covid, d'où l'idée de la contagion. Je pense qu'on peut pas faire l'impasse là-dessus, hein. Bien sûr, il y a aussi cette dimension-là, mais qui n'est pas martelée, quoi. C'est plutôt fin comme parallèle. Tout à fait. Ouais. De toute façon, comme vous l'avez bien dit, c'est un film intelligent qui fait confiance au spectateur, qui fait des choses de manière assez subtile, et ça, c'est vraiment très plaisant, quoi. Même si au niveau graphique, c'est costaud. Hein. Enfin, un conseil aux auditeurs, ne mangez pas pendant que en regardant le film. Hein. Ça va. Alors, moi, ça c'est vraiment l'une des choses qui m'a marqué dans ce film, c'est que le réalisateur il va à fond, quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des scènes qui sont très graphiques, comme disent les Américains. Voilà, c'est une violence très crue, très une violence nue, quoi, qui nous met qui arrive directement dans notre visage, et il faut être prêt à cela, effectivement. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, attention aussi, parce que sans spoiler, il y a des scènes relativement qui peuvent être assez choquantes, notamment avec des enfants, quoi. Il a pas de tabou par rapport à ça. Il y va aussi. Il y va gaiement, quoi. Ce qui est très rare quand même, hein, même dans des films d'horreur. C'est vrai que. Mais c'est vrai que c'est pas un film américain, ça se voit. C'est un film qui n'est pas d'Hollywood. Voilà. Il ose des choses qu'à Hollywood on n'ose plus depuis très longtemps. Non, c'est très intéressant à ce niveau-là. Après, voilà, c'est un peu frustrant parce qu'on veut pas trop spoiler, parce que moi, il y a des thématiques, il y a des sujets qui sont abordés dans le film que je trouve assez intéressant. Enfin, juste pour développer juste rapidement là-dessus. Hein. Après, c'est pas du spoil, mais moi un petit peu, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi un petit peu l'idée, je trouve, qui ressort notamment du film. Le propos, c'est que quelque part, j'ai l'impression qu'en fait, on considère que c'est
c'est l'instinct, en fait, qui conduit l'humanité quelque part à sa perte. Moi, Mmh. j'ai notamment vu le film sous cet angle-là, le fait que finalement, notamment du fait des règles par rapport à la contagion, etc. Moi, c'est un petit peu le propos du film que j'ai retenu, c'est que finalement, ce qui conduit l'homme à sa perte, c'est justement le manque de réflexion, le manque de recul, etc., le manque d'intelligence, entre guillemets, et le fait de se fier à son pur instinct, que ça soit émotionnel ou de vengeance, etc., entre guillemets, c'est ce qui nous conduit à notre perte, en fait. C'est toujours les mauvais choix qui arrivent. Effectivement, c'est ça. Mmh. Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Donc, Mais c'est ce que je disais je disais que c'était un monde où les hommes sont livrés à leur passion. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. mmh. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Et, C'est vraiment le message du film. Ouais. ouais, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et ce qui m'a conforté là-dedans aussi, c'est voilà, c'est notamment les enfants qui sont présents dans le film. Et voilà, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai que quelque part, on pourrait se dire que les enfants, c'est un peu ce qui fait confiance de plus à son instinct, entre guillemets. C'est un enfant, il a pas le bagage intellectuel, moral, etc., que pourrait avoir un adulte. Voilà, quoique, on pourra en discuter, mais c'est vrai que sur le principe, les enfants sont très conditionnés par leur instinct. Et pour moi, c'est pas pour rien que les enfants, ils ont un rôle aussi un peu particulier dans le film, quoi. Bah, c'est surtout Tout à les fait. premières victimes. Oui, entre autres, mais victimes de leur instinct, en fait, quelque Ouais, part. Ils sont victimes, mais ils sont aussi perpétrateurs d'ailleurs. Enfin, Oui, je veux certes. pas rester, Ouais, enfin, ouais. je veux pas spoiler la toute fin du film, Mmh. mais elle est très symbolique de ce point de vue-là. Mmh. Mais pour moi, ce qui m'a un peu dérouté, c'est que, comme tu disais, quand on rentre du coup dans le film, on voit que c'est pas institutionnalisé, mais comment qu'il y a une connaissance des possessions démoniaques et que les gens sont au courant du coup de, comme tu disais, des 7 règles et que à un moment dans le film, sans spoiler évidemment, mais il se retrouve dans une métropole et que même en expliquant le fait, les gens sont quand même un petit peu déconcertés en disant mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et quand on se retrouve dans ce film, enfin en tout cas à tel degré de film, tu te dis genre waouh, on est dans une métropole et les gens ne sont pas assez au courant des risques que pourrait avoir comme tu disais, cette contagion démoniaque. Et ça m'a un petit peu sorti du truc en vrai. On comprend qu'il y a un organisme étatique qui s'occupe des possessions, puisque en fait c'est le gars qui est envoyé au début du film, qui est retrouvé coupé en deux. Et donc en fait on comprend aussi que, enfin d'après ce que dit le propriétaire terrien, que c'est parfois l'État qui essaye de mettre ça sous le tapis. Donc il y a aussi ce discours-là en fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi est-ce qu'on nous cache des choses? Je pense que c'est un discours qui sous-tend le film. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, enfin pour le coup, voilà, on parlait tout à l'heure de Dark Harvest où voilà, on se dit bon, c'est un film, on le voit une fois et puis voilà, c'est sympa, on passe un bon moment. Là, pour le coup, je pense que là, c'est un film vraiment qui mérite vraiment d'être revu en fait. Ouais, tout à fait. Moi, une fois que j'ai terminé le film, il y a plein de questions, il y a plein de détails, notamment voilà ce à quoi tu faisais allusion, Quentin, mais il y a plein de petits éléments où derrière, je me suis dit tiens, mais est-ce que ça ils en parlent? Est-ce que telle règle elle est vraiment explicite? Est-ce que il y a un moment je suis passé à côté de quelque chose? Enfin, je pense que c'est un film vraiment enfin que moi pour le coup j'ai vraiment envie de revoir en fait, qui mérite d'être vu une seconde fois, quoi. Je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Après, notamment, il y a une scène qui se passe dans un établissement scolaire où Oui. il y a quand même des règles qui sont mises en place et enfin, je me dis mais en fait, comment ça se fait qu'il n'y a pas des grosses organisations gouvernementales qui ne s'occupent pas de ça et qui prennent le problème à bras le corps, parce que ça a l'air d'être vraiment une épidémie de malades en vrai dans le film, et ça m'a vraiment pris au corps de Quentin, je crois que c'est justement l'un des thèmes du film, c'est le fait que les gens finalement sont livrés aussi à eux-mêmes et à cette menace-là, et que voilà, il faut se gérer soi-même, quoi. Il faut se démerder, quoi. C'est aussi ça.
Ouais, Et puis a alors, priori, ça se passe pas aux États-Unis aussi, donc c'est aussi. ouais. Enfin, je sais pas si on a des indications claires sur l'époque ou la zone géographique. Je sais pas Non, si. c'est en Argentine en ce moment, mais bon, comme quand tu vois les actualités concernant l'Argentine en ce moment, Ouais, ouais. tu comprends aussi peut-être pourquoi pourquoi c'est la merde. Mais voilà, on peut peut-être comprendre aussi, enfin par rapport à ce que tu dis, Quentin, c'est voilà, peut-être qu'on est aussi quelque part sur une région un peu, voilà, un peu isolée, qui est pas au centre du monde, etc. C'est peut-être ce qui explique aussi ce côté. Enfin moi, je vois ce que tu veux dire. Hein, moi, ça m'a pas vraiment gêné en fait. Je trouve qu'il y a certaines explications qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir dans le film en fait. Il y a certaines choses qui voilà qu'on accepte en fait quoi. Je trouve que c'est tellement bien foutu que finalement on accepte les choses telles qu'elles sont enfin moi ça m'a pas sorti du film en fait, même si voilà il y a des choses qui sont un peu pas forcément ultra explicites en fait. Bah, du coup, c'était aussi la question que je voulais vous poser. Pour vous, le film va dans quel sens? Est-ce que, bon, au-delà de la grosse crise que traverse l'Argentine, est-ce que pour vous, ça serait le reflet d'un autre souci ou d'autres problèmes qui pourraient traverser le monde ou le pays en question en ce moment? Je pense que là, toutes les interprétations sont possibles. Je pense qu'il y a une réflexion sur la foi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très clair dans le film. C'est, la fin de, la fin de cette idée que la foi structure la société et du coup, qu'est-ce que fait l'homme là-dedans? Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Tu penses parce Et que puis la fin d'une pourtant, civilisation en fait, comme disait John tout à l'heure, il y a ce côté post-apo entre guillemets où effectivement euh, on assiste. Enfin, je trouve que le film aussi c'est un peu un marqueur aussi de notre époque avec voilà un peu la fin une certaine civilisation en fait qui est en train un peu de s'écrouler en fait. Je trouvais qu'il y avait un peu cette ambiance là quand même dans le film, cette ambiance de fin du monde en fait quoi. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ce côté, post-apocalyptique subtil, qui n'est pas trop marqué, mais qui est là, qui est présent et qui nous explique que c'est la fin d'un monde, c'est terminé. C'est la fin du monde. La fin du monde est là, elle est déjà là, elle n'est pas à venir. On est en train de la vivre et on l'a pas vu passer d'une certaine façon. Et il y a des symptômes comme ça qui arrivent, qui éruptent, comme ces possédés-là, qui sont les symptômes de la violence et qui sont notre responsabilité. C'est ça que dit Mmh. le film. Mmh. alors pour toi, Ouais, tout à fait. ça serait pas des symptômes, mais le cas d'une fin du monde. Ah bah, dans le film, c'est déjà le cas. Mmh. Parce que pour moi, je trouve que c'est pas tant une fin du monde, mais plutôt, comme tu disais, peut-être post-Covid, mais en tout cas, un mal qu'il faut abattre en vrai. Parce que c'est pas, si- c'est pas si difficile en gros de se débarrasser de ses possessions en gros. Mais en fait, non, mais c'est comme tu dis, il y a beaucoup d'indices dans le film qui le montrent, tu vois. C'est-à-dire que, comme tu le dis, l'État ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que l'État ne vient pas à l'aide de ses citoyens. Il y a une autre institution qui normalement régit, alors bien plus dans les pays hispanophones que chez nous, mais il faut comprendre ça aussi dans leur culture. C'est l'Église, et il est bien dit clairement dans le film que toutes les églises se sont effondrées, qu'elles n'ont plus rien, qu'elles n'existent Mmh. plus. En fait, c'est-à-dire que les grandes institutions de ce monde-là sont terminées. C'est fini. Et les gens sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et on le voit. Et ils sont perdus. Ils sont tous perdus, en fait. D'ailleurs, Et les donc, policiers qu'on voit des policiers hein, dans le film, ouais, ils sont ouais, totalement c'est ça, à ouais. côté de la plaque quoi. Enfin, Et Est-ce que tu... voilà, la police également comme institution est aussi donc inefficace. Donc en fait, on nous montre un monde qui est déjà terminé. Et Est-ce que tu l'apocalypse, penses... elle a déjà eu lieu, en fait. C'est déjà fini. Est-ce que tu penses que via ce qui se passe en ce moment en Argentine et via ce film, est-ce qu'il dénonce pas en substance le dernier soutien de ce pays et en même du peuple, qui est l'Église, et que du coup l'État les a lâchés, que maintenant l'Église a lâché, que maintenant ils sont euh,
ils sont sans rien, en fait. Je Oui, tu peux le dire comme ça si tu veux. Après, je pense pas que ce soit un film anticlérical. Je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit le message. Non, non. Je pense que mais bon. Mais si ce dernier soutien qui était l'Église dans ce pays, qu'est-ce que ça donnerait? Non, mais en fait, enfin, je vois pas trop la question, en fait. Je comprends pas trop. C'est que vu que c'est un pays hispanique où la religion est quand même très forte, et que Mmh. vu qu'en ce moment, l'Argentine traverse une crise sans précédent, en tout cas au niveau de l'État, avec l'inflation, une inflation record, un État qui s'éparpille de partout, est-ce que le dernier rempart social, c'est-à-dire la foi, qui est en gros un des seuls vecteurs pour consolider le peuple, si le vecteur de l'État et de l'Église, les deux arrivaient à s'effondrer, qu'est-ce que ça se passerait? Je pense que c'est ce que ce film veut raconter. Oui, voilà, c'est ce que je disais, oui, effectivement, ouais. Voilà. On est d'accord. OK, Mais OK. après au-delà, parce qu'il y a sûrement voilà, des analyses un peu, politiques, enfin, parce que voilà, le film, il aborde plein de sujets. Après, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le côté un peu dramatique, du film aussi. Parce que, bah, moi, je t'avoue, John, quand j'ai commencé à regarder le film, au tout début, je me suis dit: «Tiens, je vais peut-être m'emmerder parce que ça va être encore un espèce de film d'horreur, un peu intello où finalement le côté dramatique du film va prendre le dessus sur le côté horrifique». Et voilà, parce que le film parle notamment de famille reconstituée avec un couple qui a divorcé et du coup, bah, un des protagonistes principaux, son ex-femme, celle qui a la garde des enfants, etc. Donc bref, au début du film, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oh là là, est-ce que ça va pas être un peu trop, ça va pas basculer un petit peu trop du côté dramatique. Et justement, je trouve que c'est une des grosses qualités du film, c'est qu'effectivement, il y a ce côté-là qui est quand même abordé, enfin voilà, qui est intéressant. Mais voilà, ça reste quand même un film d'horreur avec voilà, avec des éléments horrifiques, avec un lore entre guillemets. C'est vrai que on en a parlé, hein, des règles, voilà, qui sont un peu distillées au fur et à mesure du métrage. Enfin, tout ça, c'est assez intéressant et c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose de, ouais, on est vraiment dans un vrai film d'horreur, quoi. C'est pas. Alors après, on a eu le débat le mois dernier, hein. Après, on pourrait dire que c'est de l'Elevetti d'horreur, hein, une fois de plus, hein. Je pense que ce film, Oh quelque non. part, il en fait un petit peu partie. Moi, je trouve Mais, qu'il rentre pleine balle dedans, mais j'ai au eu peur au contraire. début, pardon? Ah, je trouve qu'il c'est même pas des l'étude d'horreur, c'est pleine balle dans du cinéma d'horreur classique et pas tant elevated. Et même s'il y a des petites touches un peu d'elevated horror, mais au contraire, je trouve que il est gore, il est surnaturel à souhait. Pour moi, il y va Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, à tout à balle, en fait, fait. ouais. Ouais, il assume bien, enfin, le côté horrifique, même, entre guillemets, un peu série B qu'on peut avoir sur des effets un peu, voilà, un peu too much entre guillemets, mais Ouais, non, mais non, je pense que tu as bien vu ce côté, cet écueil que le réalisateur a su éviter avec Mmh, mmh mh. brio, justement, de pas tomber dans, la réflexion, sur, «Ah non, ma femme m'a quitté, je veux avoir mon enfant». Enfin oui, c'est traité, mais pas comme ça. Enfin, c'est pas un Mmh. film français, quoi. Voilà. Bah, tout à fait, parce que enfin, moi, en regardant le film, j'ai eu peur à un moment parce que j'avais vu La Nuée, quelques mois auparavant, ouais, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film français d'horreur Pas encore. avec des sauterelles notamment, voilà. Bon, bah, je vais pas trop en dire, mais j'ai pensé notamment à ce film-là qui, pour le coup, bah, pour moi, relève presque plus du film dramatique que du film d'horreur, quoi. Et j'avais peur que ce film tombe un petit peu dans cet écueil et pour le coup, pas du tout, en fait, quoi. Ah C'est non, un le vrai film réalisateur d'horreur. embrasse complètement, bah, comme dit Quentin, voilà, c'est ces racines classiques du film d'horreur, clairement. Mais en même temps, il propose quelque chose d'assez novateur avec, en plus, une écriture, bah, très fine, quoi. Mmh, mmh mh. Voilà. Et une Donc mise en ça, scè c'est, bah, et une voilà, mise en tout scène est de bon, quoi. malade. Et une mise en scène de folie. Et une mise en scène de Heu, malade. Et une mise en scène je de malade, ouais. pour ma part, c'était vraiment le moment où j'invite vraiment les auditeurs et auditorices
à vraiment entrer dans ce film, c'est le moment où le protagoniste doit tuer une chèvre dans un enclos. C'est à partir de ce moment-là où la mise en scène, tout est subtil, tout est bien, tout est nickel, tout ce qui devait être dit et être fait, c'est du cinéma. Il y a rien à redire. C'est Ouais, des plans ouais, qui tout sont à fait. montrés. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, le réalisateur a littéralement quelque chose à me dire. Tout est là. Il n'y a pas besoin de texte. Tout est à l'image. C'est juste parfait. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, tu as toute mon attention à partir de ce moment-là. Et c'est à partir de cette scène que je me suis dit, le film a toute mon attention et je rentre à fond dedans. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est un vortex. Comme tu dis, peu importe ce qui se passe, les incohérences du scénario, quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, je suis rentré dans le film et je me suis laissé emporter pendant 2 heures, et je crois qu'il dure 2 heures. Ouais, il est assez long, ouais. Il est assez long. Et ben pendant 2 heures, je n'ai pas vu le temps passer parce que je me suis fait emporter par un Milestorm qui est celui du réalisateur, Ouais, pareil. et je me suis fait happer par son univers et je n'avais absolument rien à redire. Ouais, pareil. Par contre, je ne vois pas vraiment d'incohérence dans le scénario, personnellement, hein. Je trouve c'est très cohérent, justement. Je trouve Mais c'est pour ça qu'il faudrait le revoir. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut le revoir, en fait. Non, mais je disais les incohérences dans le scénario. Il arrive, par exemple, le moment dans la ville, par exemple, tu dis, il n'y a pas. Voilà, mais comme tu me disais, l'État ne prend pas ça en charge, ou même, par exemple, les habitants ou d'autres protagonistes disent, mais qu'est-ce que tu dis? Mais t'es un peu zinzin. Enfin, bref. À partir de ce moment-là, moi, je suis rentré à fond dans le film et je suis pas ressorti. Bon, en tout cas, voilà, je crois que vous avez bien entendu. On Voilà. est tous assez excités par ce C'est film. un film parfait, en fait. Alors, C'est un très bon film. C'est un très très bon film. J'ai juste, allez, je vais mettre quand même un petit bémol. Je vais quand même faire Ouais. le casse-couille de service. Le seul petit bémol, peut-être, c'est je suis pas j'ai pas été ultra fan du jeu des acteurs, moi, en fait. Je les ai pas trouvés incroyables. Non, j'ai pas. Non, j'ai Le trouvé protagoniste que c'était un peu principal, en dessous du reste du film, en fait, quoi. franchement, il donne toutes ses tripes. J'adore. Enfin, moi, j'ai rien à dire sur le casting. Je sais pas pour toi, John, mais pour moi, le casting. Non, j'ai rien à dire non plus. Alors c'est pas tant le casting, c'est l'interprétation. Le casting, enfin les personnages, ça va, je trouve qu'ils sont bien castés, mais au niveau de l'interprétation, j'ai pas été, enfin j'ai trouvé que c'était un petit peu en deçà du reste du film qui est excellent en fait, quoi. Perso, moi, j'aurais donné l'Oscar du meilleur second rôle au chien dans la maison. Voilà. Ouais. C'est le meilleur. Ok, bon, on va rester là-dessus en tout cas. C'est un grand oui pour nous trois, donc Oui. voilà. Allez voir ce film si vous pouvez. Cuando acecha la maldad. Voilà. When Evil Lurks en anglais. Quand le mal se cache en français. Et allez voir ce film, on vous le conseille ardemment. Nous allons passer aux nouvelles du monde horrifique. Et pour ces nouvelles du monde horrifique, nous allons parler de jeux vidéo et du jeu Alan Wake 2. Pour ceux d'entre vous qui ont eu le plaisir ou l'horreur de jouer au premier opus, vous vous souvenez probablement de l'écrivain torturé Alan Wake, plongé dans un cauchemar surnaturel, alors qu'il se battait, armé de sa lampe torche, pour échapper à l'influence maléfique de l'ombre dans la petite ville fictive de Bright Falls. Le premier jeu était fortement influencé par les romans de Stephen King, et il a acquis, au fil des années, un statut de jeu culte dans la catégorie des jeux de survival horror. Dans Alan Wake 2, le studio Remedy Entertainment nous fait replonger dans un récit intense où la réalité et le surnaturel s'entremêlent. Nous jouons 2 protagonistes, Alan Wake bien sûr, mais aussi l'agent du FBI Saga Anderson, qui est appelé avec son partenaire l'agent Casey dans la petite ville de Bright Falls pour enquêter sur un meurtre rituel inexpliqué. De son côté,
Wake est toujours prisonnier de la Dark Place, de l'ombre, qui prend cette fois-ci les atours d'un New York aux ruelles sombres et aux néons clignotants. Les clins d'œil à Twin Peaks, à X-Files sont nombreux, et si vous êtes un aficionado de ces séries, vous serez servi. La réalisation de l'opus bénéficie également de l'expérience que Remedy a acquis ces dernières années, notamment depuis la sortie de Control en 2019, jeu à partir duquel ils semblent avoir trouvé leur patte, notamment grâce à l'utilisation hybride de divers médias dans le jeu, que ce soit avec la technique de double exposition, de surimpression d'images, voire de moments de jeu filmés avec des acteurs comme un film. Je ne peux rentrer dans le détail sans gâcher l'expérience de jeu, mais tout ça est très réussi. Alan Wake 2 est sorti très récemment, mais est déjà nommé par la cérémonie des Game Awards dans la catégorie Jeu de l'année, meilleure réalisation, meilleur récit, meilleure direction artistique, meilleure musique, meilleur design audio, meilleure performance, et enfin, meilleur jeu d'action ou d'aventure. Waouh, ça fait beaucoup. Nous en saurons plus le 7 décembre 2023, date à laquelle la cérémonie décernera ses prix. Mais c'est déjà un succès énorme pour ce jeu et pour le studio Remedy. Personnellement, j'ai fait le jeu d'une traite. J'ai absolument adoré. C'est une suite mémorable au premier opus que j'avais déjà beaucoup aimé. Et j'attends avec impatience le NG+, et les DLC prévus pour l'an prochain. Est-ce que vous connaissez Alan Wake? Vous avez peut-être joué au premier opus. Est-ce que vous allez jouer au deuxième opus? Oui. Moi, les amis, je suis plus que saucé. Mais alors, plus que saucé, c'est 13 ans. 13 ans, les amis, après le premier opus, Remedy remet le couvert à la suite de ce jeu mythique. C'est un studio qui était connu pour Max Payne. Je sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait. Max Payne, le design de Max Payne a été designé sur les traits de du créateur de Remedy. Que vous pouvez Sam voir, Lake. exactement, que vous pouvez voir. Sam Lake qui est dans Alan Wake 2. Exactement. Et qui est un studio finlandais, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et je savais que le studio a mis des indices dans Alan Wake 2, dans Quantumania et Control. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que le Remedy est en train de préparer des remasters, de Max Payne 1 et 2. Ouais, je sais. Bah là, Remedy, ils sont un petit peu, ils sont un peu on fire. C'est la folie. C'est ça. C'est la folie en ce moment. Ouais. Alors moi, je pourrais parler des heures de Alan Wake. Je l'ai refait centaines de fois. J'ai perdu beaucoup trop de temps de ma vie sur Alan Wake, mais pour moi, c'est que du temps gagné. Mais les mots manquent. Mais on va plus parler de Mika, parce que Mika, tu n'as pas joué à Alan Wake. Eh non, je suis le mauvais élève. Non, j'ai pas joué à Alan Wake. Bon, après, je joue. Je vais pas dire que je joue assez peu aux jeux vidéo, mais je suis plutôt multijoueur, donc je joue très très peu à des jeux solo, en fait. Hein, c'est pas trop mon truc. Du coup, j'ai une connaissance limitée de ce type de jeu. Moi, mes références, effectivement, c'est Resident Evil, hein, notamment. Donc ça, quand même, je le connais, j'ai un petit peu pratiqué. Du coup, non, je connaissais pas du tout Alan Wake. Enfin, je connaissais deux noms, hein, mais j'ai pas joué au premier. Écoutez, du coup, moi, je suis un petit peu l'ingénu du podcast sur ce sujet. Donc, j'aimerais bien que vous me donniez envie de découvrir Alan Wake, peut-être en commençant par le premier. Je sais pas si vous pouvez me dire rapidement de quoi ça parle, en fait. Oui, bien, en fait, c'était l'histoire donc d'un écrivain, Alan Wake, un écrivain à la Stephen King. Vraiment, c'est une sorte de Stephen King de cet univers-là, qui va avec sa femme dans la petite ville de Bright Falls en vacances. Sauf que il se passe des choses dans cette ville et sa femme est capturée par l'ombre, une sorte de force sombre qui n'apparaît que la nuit, et il doit la retrouver. Et il doit en fait aussi combattre cette ombre
grâce à sa lampe torche. Ça, c'est l'un des trucs intéressants dans le premier jeu, c'est que finalement, comme tout bon survival horror, tu as très peu de munitions, mais tu te bats pas forcément avec une arme à feu. Il y a des armes à feu, bien sûr, avec très peu de munitions, mais il y a aussi des lampes torches avec des piles. Et donc, tu peux voilà, contrer les ombres avec ta lampe torche. Et ça rajoute beaucoup, beaucoup de stress parce que tu es vraiment dans la nuit, dans la forêt. Donc le jeu se passe essentiellement dans le noir, en fait. On est dans Ça se l'obscurité. passe dans l'obscurité, effectivement. Alors le jeu, Tu peux. voilà, t'as des périodes de jour, t'as des périodes de nuit, mais c'est vrai que quand t'es la nuit, bah voilà, tu es attaqué par des ombres, et donc voilà, il faut que tu te défendes comme ça avec ta petite lampe torche, et c'est assez stressant, mais c'est très bien foutu, quoi. Et de ce que tu m'en dis, est-ce que ça se rapprocherait pas plus, justement, peut-être de Silent Hill plutôt que de Resident Il y a Evil? il y a un côté Silent Hill qui est plus marqué que Resident Evil, bien sûr. Ouais, d'accord. Et ce gimmick est repris dans le deuxième, du coup, il y a aussi Absolument. Ouais, D'accord. tout à fait, ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant dans le deuxième, c'est qu'on joue 2 personnages. Donc, on joue encore Alan Wake, mais on joue aussi donc Saga Anderson, cet agent du FBI, qui arrive dans cette ville et qui doit enquêter sur un meurtre, et avec son partenaire, donc l'agent Casey, qui a les traits donc de Sam Lake, et c'est encore une fois extrêmement bien foutu, quoi. Je peux pas trop en dire parce que je peux pas spoiler le jeu, malheureusement, mais ouais, ça vaut le coup, hein. Vraiment, il vaut le coup. Voilà. Et c'est combien d'heures à peu près pour le terminer, si on fait les quêtes principales? Enfin, je sais pas s'il y a des quêtes annexes ou des quêtes secondaires dans le jeu, mais... T'as des petits jeux, enfin oui, t'as des petites quêtes annexes, mais c'est pas vraiment le but du jeu. Ouais. En gros, la quête principale pour Alan Wake 1, ça doit être quoi? Ça doit être, si tu prends ton temps, entre 15 et 20 heures. D'accord. Quelque chose comme ça. Ouais, Et d'accord. même chose pour le 2, quoi. C'est pas... Voilà, mais ça vaut le coup, et c'est vrai que dans le 2, comme je dis, depuis Control que je conseille énormément, hein, vraiment, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait. Remedy a vraiment trouvé sa patte, et il y a vraiment une narration qui est extrêmement originale dans ce jeu-là, qui est faite justement via l'hybridation de différents médias dans le jeu vidéo, avec le jeu vidéo, mais aussi avec des films, avec des images filmées, avec des images qui sont surimprimées dans le jeu. Et c'est vraiment très très bien, quoi. Et comme on est dans un podcast horreur, est-ce que ce jeu fait peur? Est-ce qu'on a peur dans ce jeu? Alors, autant Alan Wake, maintenant, le premier, hein, le premier, il a quand même un petit peu, il est un petit peu vécu, quoi. Il est un petit peu vieux maintenant. Ça fait pas tellement peur, ça te met un peu de pression. Par contre, le 2, moi, j'ai sursauté 2-3 fois quand même. Il a réussi à me cueillir. Il a réussi à me cueillir 2-3 fois. J'avoue que il y a 2-3 moments, ouais, j'étais pas très bien. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont passé un step par rapport au 1. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, il y a certains niveaux qui sont vraiment malsains, on va dire. Vraiment malsains. Après, Mika, c'est normal que tu n'aies pas forcément eu tant parlé d'Alan Wake, parce que peut-être plus tard, mais il faut rappeler que Alan Wake, le jeu numéro 1, est sorti en même temps qu'un petit jeu d'une petite boîte d'édition qui s'appelle Red Dead Redemption, est sorti littéralement en même temps. Et que du coup, tout le monde s'est rué sur Red Dead. Après, Alan Wake, ça reste quand même un jeu assez exigeant dans le sens où c'est pas un jeu comme les autres. Enfin, John, tu me diras si j'ai raison ou pas. C'est que pour moi, c'est un jeu pour enfin, pas littéralement, mais pour les fans de littérature, de culture pop des années 90-2000. On a vraiment un petit grain X-Files, un petit grain Twin Peaks, un petit grain quatrième dimension qui se distille pendant tout le long du jeu. C'est que c'est pas un jeu à la Resident Evil où genre pou pa, c'est pas de la bagarre. C'est que pour moi c'est avant tout presque un roman graphique en vrai, une aventure, une série un film qu'on est en train de distiller tout au long du jeu.
Et ce qui, pour moi, change littéralement de tous les autres médias du genre, c'est que Alan Wake, pour moi, c'est un film, une série, mais le tout dans un média ludique. Alors plutôt série effectivement, puisqu'en fait ça c'était quelque chose qu'ils ont fait dans Alan Wake 1 et qu'ils ont repris dans Alan Wake 2, c'est que les différents chapitres du jeu sont faits comme une série. C'est-à-dire qu'il y a un générique de fin à chaque fin de segment. Et donc on a l'impression de jouer un peu à une sorte de série. Ce D'accord. qui est assez bien foutu d'ailleurs. Il y a des génériques avec des musiques qui sont très Mais très c'est ce que j'allais intéressantes. demander, c'est parce que souvent c'est important dans ce type de jeu au niveau de l'ambiance, etc. Les musiques sont. Le son, en fait, Oh, c'est pas un l'ambiance. hasard si la cérémonie des Game Awards les a nommés, pardon, pour autant de prix, notamment pour le design audio et pour la meilleure musique. Effectivement, c'est juste, c'est un chef-d'œuvre. On peut le dire. Là, Alan Wake 2, c'est vraiment le chef-d'œuvre. Enfin, il est sorti il y a pas très longtemps et il est déjà en lice pour le meilleur jeu de l'année, quoi. Voilà. Intéressant. Bien, Mais à si ça peut te essayer, alors. donner, si ça peut te donner envie pour au moins jouer à Alan Wake 1, sachant qu'il y a eu un remaster, franchement fonce, parce que t'as ces petites rêves des années 90, t'aimes bien Stephen King, hop, boum, ça reprend sur Dark Ah Harvest. ben après John parlait Hop. de références à X-Files, à comment dire, Twin Peaks, à Twin Peaks, c'est etc. oui, Donc, énorme. Ouais, il y a effectivement, beaucoup ça de donne choses. envie pour le coup. Ouais. C'est comme si tu jouais un personnage très bien. d'un épisode de la 4ème dimension, littéralement. Il y a aussi la 4ème dimension, effectivement. Et d'ailleurs, un des prochains DLC qui est prévu, ce sera sur Night Springs, qui est l'équivalent de la 4ème dimension dans Alan Wake. Donc voilà, je suis à fond. Ouais, parce que par exemple, Ben, aucun super. spoiler, Mika, mais quand tu te balades dans le jeu, tu tombes de temps en temps sur des télévisions. Et en gros, dans le jeu, tu vois des télévisions qui lancent un épisode de Night Spring. Night Spring qui est un ersatz de la 4ème dimension. Et donc, dans le jeu, tu vois des épisodes assez alambiqués de la 4ème dimension, mais qui durent, je sais pas, genre une minute. Ils sont tous disponibles sur YouTube si tu veux, si vous voulez les mater. Et c'est moi un grand plaisir avec lesquels je les remate. Donc du coup, dans le jeu, tu as une auto-référence à la 4ème dimension, qui est en même temps une référence du jeu, sachant que Alan Wake, in-game, il est un des écrivains pour Night Springs. Donc franchement, il n'y a que des petites pépites C'est l'un des par-ci auteurs de par-là. Night Springs, ouais. Évidemment. Donc en fait, il y a C'est que très des bien petites écrit, pépites par-ci par-là. vraiment très bien foutu. Ouais. Et bien réalisé, parce que du coup, c'est juste dingo en fait. C'est que tu rentres dans une histoire, mais en même temps, il y a plein de trucs. Alan Wake, c'est vraiment un condensé de toute cette culture pop, horreur fantastique des années 90-2000. Juste fonce. Fonce Mika, et si vous ne connaissez pas Alan Wake, foncez. Ce qui est très sympa aussi dans le 1 et dans le 2, c'est qu'on trouve aussi des pages de romans qui sont dans le monde du jeu. Et c'est des pages écrites par Alan Wake lui-même. Et il faut trouver toutes les pages du roman. Et donc, ça apporte bien sûr des petits indices. Et là, ça a vraiment un très grand intérêt puisqu'il y a toute une nouvelle mécanique de jeu qui arrive avec donc l'agent du FBI Saga Anderson, qui a son Mind Palace, son palais de l'esprit, comme Sherlock Holmes en fait, où elle elle réussit à trouver, je vais finir, où elle va réussir en fait à trouver les solutions aux enquêtes qu'elle est en train de mener grâce aux différents indices qu'elle trouve dans le monde. Et d'ailleurs, vous pensez que éventuellement ça pourrait être adapté un jour en film ou en série, parce que ça a l'air quand même assez riche. En fait, le jeu se suffit à lui-même, et comme je te dis, ce format hybride qui est déjà interne au jeu se suffit à lui-même, je pense. Et puis c'est le. Mais il faut le faire pour le. Ouais. C'est le problème de tous les jeux qui sont déjà inspirés d'un médium autre que le jeu vidéo. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est compliqué de faire un film d'un jeu qui est déjà inspiré d'un film, par exemple.
Ouais, tout à fait. Mais je pense que si on cherchait, il y a sûrement des exemples. Hein. Je serais pas Ouais, étonné. mais des exemples décevants, par exemple, bon Mm. voilà, toutes les adaptations, on va pas les refaire, mais de Resident Evil, bon, qui finalement ne reprennent jamais l'expérience qu'on a quand on joue à Resident Evil. Bon, après, c'est vrai que différentes adaptations de Resident Evil sont toutes pourries, donc c'est pas un bon exemple, mais Moi, c'est vrai j'aime bien que l'épisode un peu post-apo. J'avais bien apprécié, mais c'est un plaisir coupable. Hein. C'est pas un ouais, bon ouais, film. très coupable. Ou l'adaptation de Max Ouais. Payne, hein, qui est clairement un jeu inspiré d'un film. Et quand tu fais un film inspiré d'un jeu, bah, ça passe pas. Mm. Même si Silent Hill, c'était pas mauvais pour le coup, hein, le film Silent Hill. Ouais, mais Allez, il y le avait Christophe premier Gans aussi. Hein. était passable, on va dire passable. Oh, il y avait Ouais, Christophe Gans, ouais, et ça passe ouais. bien. Tout est bien retranscrit quand même. Enfin, en tout cas, vous avez attisé ma curiosité. Ça a l'air quand même. Enfin, en tout cas, c'est. Enfin, moi, j'entends 4e dimension tout de suite. J'ai mon cerveau qui s'allume. Enfin, c'est. Bah écoute, Ça tu me peux donne commencer très à faire envie. le remake du 1 qui est vraiment mieux. Ensuite, ils ont vraiment travaillé la jouabilité, parce que la jouabilité du jeu original était quand même bien pourrie, mais avec le remake, elle est vraiment bonne. Mm. Donc, tu peux te lancer sur le premier, et moi, je te conseille aussi le 2, parce que, ben, voilà, chef-d'œuvre. Voilà, chef-d'œuvre. Ok. Eh bien, messieurs, nous en avons fini avec ce deuxième épisode du 7e cercle, et je vous dis au mois prochain.